à tous et à toutes. Merci de participer à ce webinaire qui tournera sur la problématique suivante, comment protéger le savoir-faire de vos experts, que nous co-animons avec Prixi. Euh, Pourquoi du coup on co-anime ce webinaire avec Prixi? Pour la simple et bonne raison que nous, Allinov, que je représente, nous sommes courtiers en assurance et nous proposons ce qu'on appelle des assurances hommes-femmes clés qui visent à protéger les experts et donc leur savoir-faire avant leur départ soudain. Donc départ soudain que j'expliquerai plus tard dans la présentation, tandis que Prixi intervient bien en amont de ce départ pour protéger le savoir-faire et notamment permettre sa transmission en entreprise. Je vais donc tout de suite vous présenter les thématiques phares qui seront abordées durant ce webinaire, donc à savoir comment identifier l'expert. Nous avons d'ailleurs Frédéric qui pourra nous en dire un peu plus à ce sujet. On parlera ensuite de pourquoi il faut protéger ces experts et leur savoir-faire. Et enfin, on vous parlera des différentes propositions, des différentes solutions plutôt, proposées par Prixi et Oninov pour répondre à ces problématiques. Bon, alors évidemment, c'est un webinaire pardon, qui se veut le plus interactif qui soit. Donc n'hésitez pas à nous poser, les quelques personnes qui sont présentes aujourd'hui, à nous poser des questions dans le chat en nous précisant le secteur d'activité dans lequel vous êtes pour qu'on ait des réponses les plus cohérentes qui soient. Et au fil de l'eau, on essaiera de répondre à ces questions. Évidemment, il y aura aussi une phase de questions-réponses à la fin du webinaire. Et voilà, donc je vais tout de suite laisser la main à Cédric pour qu'il puisse se présenter. Merci Corentin, merci Frédéric de co-animer ce webinaire. Merci à tous les participants. Moi, je suis ravi de parler aujourd'hui et de prendre le temps de parler de ce sujet. Le sujet, effectivement, des hommes clés et des experts, c'est quelque chose qui m'anime depuis plus de 15 ans. C'est un peu un fil conducteur dans mon parcours professionnel. J'ai passé 15 ans dans des milieux plutôt complexes avec des vrais savoir-faire qui peuvent être l'industrie, le monde du nucléaire, de la défense et de l'automobile. Et j'ai passé 8 ans comme formateur à l'international sur des produits militaires de haute technicité pour transmettre des savoir-faire bien précis sur des publics de type pilote d'hélicoptère, pilote d'avion de chasse. Et depuis 5 ans, je dirige Prixi, où au quotidien, on passe notre temps avec des experts très techniques, très pointus, qui sont des piliers dans les entreprises. Il y en a notamment qui sont en ligne et qui assistent en direct à ce webinaire. Et donc aujourd'hui, au cours de ce webinaire, je partagerai des exemples de cas concrets qu'on peut vivre chez Prixi auprès de ces experts. Super. Voilà pour moi. Et Frédéric, j'enchaîne volontiers. Merci beaucoup. Alors, merci Corentin, merci Cédric pour cette invitation à participer à ce webinaire. Moi, je suis Frédéric Arzur, donc j'ai une formation d'officier navigant de la marine marchande. J'ai exercé pendant un peu plus de 20 ans dans le transport maritime, dans l'industrie offshore et dans les activités en lien avec le renouvelable. J'ai navigué essentiellement sur des navires câbliers, donc la pose et la réparation de câbles fibre optique sous-marins, avant d'occuper des fonctions plus en support technique, en back-office. Et j'exerce désormais à terre dans des activités qui sont en lien avec la sécurité et la qualité. Et c'est avec plaisir que je vous partagerai un certain nombre d'expériences, mes retours d'expérience sur les différents sujets qui sont en lien avec la préservation des savoir-faire et l'identification des experts. super. Merci Frédéric. Merci. Du coup, me concernant, donc moi je suis en charge du développement commercial chez Olinov. Olinov que j'ai rejoint durant mon master. Donc je suis issu en fait d'un parcours, un cursus assurantiel, ce qui existe. Et Olinov, donc pour parler de la société. Nous sommes un courtier en assurance ultra spécialisé sur les entreprises technologiques. On a trois gros domaines d'expertise, à savoir le domaine des industries de santé, dans lequel on retrouve par exemple les fabricants de dispositifs médicaux. Le secteur du numérique aussi est un gros sujet d'expertise chez nous, avec notamment les ESN, les éditeurs de logiciels. Et enfin, le secteur de la robotique mécatronique. Alors nous, nos clients font de 0 € de chiffre d'affaires, c'est-à-dire qu'ils sont en phase R&D jusqu'à 500 millions d'euros de chiffre d'affaires, donc des ETI. Et quand on est courtier en assurance spécialisé sur les entreprises, donc des sociétés, ce qu'on propose, ce sont des contrats d'assurance qui visent à protéger les activités de la société, donc des sujets que vous devez peut-être connaître, à savoir des contrats RC professionnels, cyber-risques, qui sont des sujets qui sont phares chez nous, mais aussi des contrats d'assurance qui protègent les dirigeants et dirigeantes de les sociétés, et aussi des contrats qui protègent les salariés. Et donc, c'est vrai que je te laisse reprendre la main pour présenter les activités de Prixi.
Merci Corentin. Donc de notre côté, on est une agence d'ingénierie de formation spécialisée dans les milieux complexes. Quand on dit milieux complexes, on va parler d'industrie, du monde de la défense, du offshore, du médical et du nucléaire. Souvent des métiers qui s'apprennent pas à l'école et qui nécessitent une vraie extraction des savoir-faire auprès des experts et des faciliter la transmission pour les nouveaux entrants. Tu veux passer la slide? Un petit Exactement. point rapide juste sur l'offre Prixi. Il y a trois gros piliers. Il y a un premier qu'on voit en rouge à gauche qui est vraiment axé sur le sujet d'aujourd'hui, qui est la conservation, transmission des savoir-faire. Un autre pilier qui est plutôt des formations spécifiques, que ce soit HSE, qualité ou même onboarding RH. Et puis un troisième pilier qui est là plutôt l'accompagnement des structures de formation en interne dans les entreprises pour rendre plus efficaces les formations en interne, avec toujours dans notre vision, la vision coffre-fort des savoirs qu'on voit sur la droite. Et on en parlera plus tard de comment faire en sorte que le savoir-faire il reste en interne des entreprises et qu'il ne parte pas avec les experts. Super. Donc, je remets le petit sommaire pour vous rappeler que là, sur la partie 1, on va parler de comment on identifie un expert. Et je vous laisse la main, Cédric, Frédéric, pour débuter sur ce sujet. Je la prends volontiers du coup. Moi, je suis ravi de partager avec vous quelques réflexions tirées de mon expérience en qualité de commandant de navire câblier spécialisé dans la réparation de câbles de sous-marins fibre optique. Mon parcours dans cette niche très spécifique de l'industrie offshore m'a permis de développer une expertise unique, tant sur les méthodes et les processus que sur les équipements et les compétences des personnels embarqués. Aujourd'hui, je souhaite attirer votre attention sur l'enjeu crucial que représente l'identification et la préservation des savoir-faire clés dans ce genre d'activité très spécialisée, dont on retrouve des composantes dans différentes branches de l'industrie. Dans ces différents domaines, souvent dans des secteurs hautement techniques, mettant en jeu des outils de haute technologie, vous avez quelques illustrations, le mal de mer en moins si possible à l'écran, nous faisons face à une réalité incontournable, avec un nombre toujours très contenu de collaborateurs. On doit le plus souvent composer avec un nombre limité d'experts. Ces experts, souvent détenteurs de connaissances et de compétences uniques, sont les piliers sur lesquels repose la réussite de nos opérations et surtout la satisfaction de nos clients, in fine. Leur expertise est non seulement difficile à acquérir, mais aussi très délicate à transmettre, soit parce que cette transmission de compétences requiert beaucoup de temps, soit parce qu'elle nécessite des formations ou des facultés particulières, et parfois même toutes ces composantes en même temps. La première étape pour préserver ces savoir-faire consiste à identifier ces intervenants clés. Il s'agit de reconnaître ceux qui, par leur expérience et leur maîtrise technique, jouent un rôle déterminant dans la réalisation des missions. Une fois identifiés, il est essentiel de mettre en place des mécanismes pour capitaliser sur leur expérience. Alors, ça peut passer par des programmes d'accompagnement, de développement personnel, du mentorat, la création de bases de connaissances, de procédures, ou encore l'organisation de sessions de formation en interne. Pourquoi est-ce si important? Parce que la préservation de ces compétences, elle est directement liée à la capacité de production. Et par cette capacité de production, on a la conséquence, la protection des intérêts de nos entreprises et de nos clients. Ces investissements de nos clients et des entreprises elles-mêmes dans les projets aussi complexes que la pose ou la réparation de câbles, par exemple, sont considérables. La moindre erreur, le moindre retard peuvent avoir des conséquences opérationnelles et financières très lourdes. En capitalisant sur l'expertise de nos meilleurs éléments, nous minimisons les risques et nous maximisons les retours sur investissement. Enfin, je voudrais souligner que cette démarche de préservation des savoir-faire ne doit pas être perçue comme une contrainte, mais bien comme une opportunité. Une opportunité de renforcer la résilience de nos organisations, d'améliorer notre compétitivité et de garantir la pérennité de nos activités. En conclusion, je vous invite à réfléchir à la manière dont vous pouvez, dans votre propre contexte, identifier et valoriser les experts clés de votre organisation. Leur savoir-faire est un trésor, parfois fragile, qu'il nous appartient de préserver au quotidien et de pouvoir transmettre.
Je suis à votre disposition, évidemment, pour toutes les questions qui pourront survenir et pour échanger à suivre dans la suite de ce webinaire. Merci beaucoup. Merci Frédéric. Je vais poursuivre effectivement avec cette question que tu renvoies aux gens sur le webinaire. On s'est aussi astreint à cet exercice de se dire, nous, quand on intervient, les experts ont souvent déjà été identifiés chez nos clients et on a pris un peu les différents cas qu'on a en ce moment et on s'est dit, bah, tiens, pourquoi l'expert, c'est lui et qu'est-ce qui fait que ça a été un expert et il a été identifié comme expert. Donc j'ai deux exemples à partager qui sont plutôt intéressants. On en a un premier sur le nucléaire, des clients qui travaillent sur les EPR, donc les nouvelles centrales nucléaires nouvelle génération, qui devraient normalement arriver aussi en France, avec plusieurs constructions qui sont prévues. Et là, on travaille pour extraire le savoir-faire d'un expert. Et quand on a analysé un peu la situation et le parcours de cet expert, on se rend compte qu'effectivement, on parle des EPR en France, mais lui, en fait, ça fait une dizaine d'années qu'il a travaillé sur tous les EPR dans le monde, que ce soit en Chine, en Finlande, en Angleterre en ce moment. On travaille avec lui, il est en Angleterre en ce moment. Et finalement, on se retrouve face à une personne qui a des informations, du retour d'expérience que les autres n'ont pas. Et donc, forcément, il a accumulé par son expérience et par les années, et des erreurs aussi qu'il a dû commises, des vrais savoir-faire qu'il n'y a que lui qui l'a ou peu de gens ont, parce que quand on va construire les nouvelles centrales nucléaires en France, il y aura très peu de gens qui auront déjà ce retour de 10 ans de chantier dans cet environnement très complexe. Donc ça, c'était un premier cas. Voilà, c'est d'un expert qui a des informations que les autres n'ont pas et du retour d'expérience que les autres n'ont pas. On a aussi, je prendrai un deuxième exemple, dans le médical, des clients qui font des tubes pour faire des valves cardiaques et des stents, donc vraiment de haute technicité. On a travaillé avant qu'ils partent, alors c'était un départ dans une autre entreprise, c'était pas un départ involontaire, c'était vraiment un départ volontaire de l'entreprise. Une personne clé chez eux qui gérait une partie de traitement chimique qu'on appelle de la tribofinition. Il y a très peu de gens en France qui maîtrisent ce sujet, et notamment pour faire des valves cardiaques et des stents. Ça permet d'avoir un traitement de surface parfait pour des équipements qui vont aller dans le corps humain. Et aujourd'hui, dans cette entreprise où on retrouve 500 personnes, il n'y avait qu'un seul élément, qu'un seul collaborateur qui maîtrisait parfaitement les recettes un peu magiques du traitement avec tribofinition. Donc là, encore une fois, l'expert il était identifié parce que c'était la personne unique qui permet de faire notamment certains produits. Et si un client recommande un produit avec un traitement de tribofinition, bah, il n'y avait un peu que lui pour y répondre. Donc il y avait une dépendance à cette personne-là. Et avant qu'elle parte, effectivement, c'était important d'extraire son savoir-faire et de permettre de le retranscrire pour les nouveaux entrants. De ton côté, Corentin, des exemples Ouais, bah déjà, je te rejoins totalement sur le dernier exemple que tu viens de donner. Nous, ayant aussi une expertise sur les industries de santé, tu parlais de valves cardiaques et de stents que je connais bien, puisqu'on a des clients qui en développent aussi. Et en effet, les experts seront les directeurs scientifiques, les directeurs R&D, qui vont permettre la conception de ces produits. Au même titre que dans le secteur du numérique, pour un peu sortir de la partie santé, par exemple, dans une ESN ou plutôt un éditeur de logiciel, on va avoir des profils très techniques comme les CTO qui vont s'occuper de la conception des produits et qui ont évidemment beaucoup de savoir-faire et qu'il faut absolument protéger. Et pour sortir un peu de ce scope un peu profil très technicien, il y a aussi chez Olinov, nous, ceux qu'on a identifiés comme étant des experts, ou plutôt des personnes qu'on va pouvoir assurer sur des contrats hommes-femmes clés, ce sont aussi des profils un peu plus commerciaux financiers. C'est-à-dire des personnes sans qui, par exemple, le business ne pourrait pas être réalisé, puisque ce sont des personnes qui vont tracter, par exemple, tous les clients de la société, voire même des profils parfois qui représentent une image de marque. Ça, on en a beaucoup qui sont assurés sur nos contrats hommes-femmes clés et qui ont du coup beaucoup de savoir-faire, alors plus du tout sur la partie technique au sens conception des produits, des solutions, mais plutôt sur vraiment la gestion d'un business dans une société. Et pour vous donner des exemples peut-être un peu plus concrets, des personnes très connues dans le secteur de la tech comme Steve Jobs ou encore Elon Musk sont des personnes en fait qui donnent des visions à leur marque, mais qui représentent
qui représentent la marque, donc Apple pour Steve Jobs, et Elon Musk, la marque Tesla. Donc ça, c'est aussi des profils qui sont des experts et qu'il faut évidemment protéger par les différentes solutions dont on parlait jusqu'à maintenant. Et donc, ce savoir-faire qui émane de ces différents profils est du coup un actif stratégique, hein, on en vient là, un actif stratégique pour les sociétés. Donc, tout en bas de la pyramide, on parle de protection qu'il faut mettre en place pour protéger tout de suite cet actif stratégique pour les sociétés. Et c'est là où justement, nous, au Leader, on intervient par le biais de nos contrats d'assurance homme-femme clé qui va protéger finalement la personne clé par le biais de ce qu'on appelle un capital financier. Donc, c'est la société qui souscrit le contrat sur une personne physique, et ce capital financier sera reversé à la société si jamais il y a un départ soudain de cette personne physique, et départ soudain que je réexpliquerai après lors de la présentation de nos solutions. Tandis que toi, Cédric, tu Ouais. arrives bien en amont de Oui, ce moment. effectivement, nous, on remonte plus, on est plutôt sur le haut de la pyramide. Exactement. Et ce qu'on voit, si on reprend tout à l'heure l'exemple du nucléaire, on est vraiment sur cette partie circulation informelle de l'information et des savoirs qui sont dans la tête des collaborateurs. C'est souvent informel parce que ça a été acquis par l'expérience. Euh, Souvent, les experts, ils n'en ont pas conscience. C'est-à-dire que nous, quand on travaille avec eux, ils vont nous donner une mine d'informations que voilà, on va avoir une posture bien particulière et des techniques bien particulières pour extraire ça, mais d'eux-mêmes, ils n'ont pas conscience de l'écart qu'il y a entre un nouveau et eux qui ont 10 ans d'expérience dans un domaine bien précis. Ils ont souvent des réflexes professionnels qui se font de manière automatique et des raisonnements aussi, des logiques qui sont bien propres. Et c'est ce qui fait qu'il y a un savoir qui est remplaçable. Et ce savoir-faire, effectivement, j'aime beaucoup le mot actif stratégique. Nous, c'est vraiment cet actif stratégique qu'on essaye de rendre le plus possible indépendant de l'individu et surtout de pouvoir le conserver dans les organisations au même titre qu'on conserve un équipement, une machine, un outillage, un robot. Voilà, d'essayer au maximum de mettre en place des choses en amont pour venir conserver ce savoir-faire et faciliter la transmission. Il y avait une petite question, Corentin et Dans Frédéric, le chat? dans le chat, qui est vraiment intéressante parce qu'on est confronté toujours à ça. C'est qui dans les organisations peut reconnaître un expert? Voilà. Ouais. Frédéric, je ne sais pas de ton Alors moi, côté, je voilà. peux m'aventurer à répondre assez rapidement. Sur les navires, par exemple, ça va être l'officier, alors le commandant, le second, ou en tout cas la hiérarchie qui va être susceptible de pouvoir détecter que telle ou telle personne a une compétence et une connaissance fine de son outil de travail, et de pouvoir détecter justement son irremplaçabilité ou l'aspect justement stratégique, pour retenir le terme, auquel il faut vraiment faire attention et accorder une importance, une réelle importance. Mm. Et je rajouterais, moi, je pense aussi les profils DRH dans les grandes structures sont aussi les bonnes personnes pour identifier ces experts, puisque déjà, ce sont ces personnes-là qui vont recruter les profils les plus techniques et du coup, pour la société, ils ont de la visibilité et en plus, elles doivent veiller à la montée en compétences des effectifs. Donc, généralement, elles savent quelles sont les personnes qui ont les compétences les plus importantes pour la société. Merci, je te laisse continuer, Ouais, hop, Corentin. je file. Donc, c'est toujours à toi, Cédric, de ton côté. Oui, donc on parlait effectivement de ce savoir-faire. Il y a une étude intéressante qu'on aime bien ressortir, qui est affichée. C'est en fait qui reprend un peu les notions de d'où viennent le savoir-faire des collaborateurs dans une entreprise. Et on voit via le petit camembert qu'il y a toujours une partie, bien sûr, qui vient du cursus, de la formation, de l'éducation, voilà, qui représente à peu près 50%. Mais chez les personnes expérimentées, il y a 50% qui vient de l'expérience professionnelle acquise, ce qu'on disait tout à l'heure, par voilà, les itérations, les erreurs qui ont été faites, etc. Et donc, c'est vraiment dans ces 50%, c'est ce qu'on va venir chercher. Typiquement, si on a un collaborateur qui a fait des études de chimie dans un laboratoire de chimie, ce qu'il a appris pendant ses études, on ne va pas vraiment le regarder. Nous, ce qui nous intéresse, c'est ce qu'il a acquis après par l'expérience et qui est vraiment un savoir spécifique qu'il a développé dans le cadre de ses missions pour l'entreprise. Donc, c'est toujours intéressant de se dire, voilà, chez n'importe quel collaborateur et encore plus chez les experts, il n'y a que 50% que je vais pouvoir retrouver chez quelqu'un que je vais recruter qui a fait la même école. Par contre,
il y a 50%, il va falloir faciliter la transmission pour qu'il soit au même niveau que l'expert. Bien. Et je te laisse continuer, Cédric, sur cette partie-là, sur Oui, comment on représente les hommes et femmes clés. effectivement, quand nous on intervient dans les entreprises, il y a toujours un gros enjeu qui peut être qualité, coût, délai, sécurité. Et souvent derrière, il y a des questions de retour sur investissement, parce que effectivement, la perte d'experts va engendrer des coûts ou des problèmes de sécurité qui sont encore plus graves. Si je prends deux cas concrets, on a un client toujours dans le médical qui fabrique des produits avec des presses d'injection, donc de l'injection plastique qui nécessite vraiment bon, c'est pour faire des dialyseurs, donc ça nécessite une très haute précision. Ils ont 34 presses dans leur usine, ils sortent des millions de pièces. Ils avaient jusqu'à présent des experts sur l'injection qui faisaient la maintenance de ces moules à injecter. Et ces experts sont partis, ils n'avaient pas vraiment été identifiés, et ils ont mis d'autres personnes en se disant bah, ça va fonctionner. En fait, il n'y avait pas vraiment c'était pas un homme clé qui avait été identifié, et on va le remplacer par quelqu'un qui n'a pas ce savoir-faire-là. Et il s'est avéré qu'ils cassaient les moules d'injection à 400 000 euros pièce, sachant ils en ont beaucoup. Tout ça parce que le savoir-faire était parti de l'entreprise. Voilà. Donc ça, c'est un exemple dans le médical. Sur du offshore, pour revenir dans le monde de Frédéric, on a des clients on a travaillé avec un expert qui est parti à la retraite. Donc on a travaillé avant qu'il parte à la retraite avec lui pour extraire son savoir-faire sur des problématiques très techniques d'utilisation de grues et de maintenance de grues sur des plateformes offshore. Les incidents derrière étaient énormes. Ça peut être un accident de grue qui cause la mort d'un grutier. Ça peut être une grue qui est détruite ou une grue qui percute un bateau. Et là, on compte en millions d'euros, voire en vie humaine. Donc voilà, il y a l'identification des gens et puis de se rendre compte aussi du coût que ça peut avoir si elles partent avec un savoir et qu'on remet un candide derrière qui va pouvoir engendrer des grosses problématiques. De ton côté, Frédéric, j'imagine que tu as des exemples aussi marquants où tu as vécu Oui, des exemples marquants. un certain nombre d'exemples, effectivement, alors que ce soit en naviguant sur les navires câbliers dont vous aviez une illustration tout à l'heure, ou même à terre. À bord, les rôles sont relativement clairement définis et on a toujours des personnes qui ont un rôle très, très spécifique et très spécialisé. La problématique survient évidemment quand soit ces personnes sont indisponibles pour différentes raisons, alors des raisons d'organisation, d'heures de quart par exemple, ou des problèmes liés à l'indisponibilité des gens, ils sont malades ou ils sont occupés ailleurs. Toujours est-il que dans ces situations-là, on se retrouve avec la nécessité d'opérer et d'effectuer la mission et donc de remplacer la personne qui était experte sur son poste de travail. Je pense par exemple à des machine drivers. Vous voyez les machines avec des roues tout à l'heure, là, dans la vidéo. Typiquement, on a dans ces machines des câbles qui sont retenus avec des tensions extrêmement importantes. Et le problème, c'est que quand on se retrouve avec quelqu'un qui ne maîtrise pas totalement ces machines et donc l'environnement de travail, on peut les exposer. Alors, soit en termes de durée, parce qu'on va prendre beaucoup plus de temps, en termes de précaution, en termes de mesures de sécurité qui sont mises en place pour s'assurer que justement on ne met pas les personnes environnantes en danger. Donc ça prend déjà beaucoup de temps. En termes de qualité, on est beaucoup, beaucoup moins bon. Et puis, en termes de sécurité, et tu l'évoquais toi-même, Cédric, la problématique, c'est que justement, on est susceptible de pouvoir exposer le personnel, et ça, malheureusement, c'est inadmissible. Et dans une moindre mesure, on a aussi cette problématique qui se pose quand on forme les gens. Alors le tout, c'est justement d'avoir la bonne personne, l'expert, qui va être capable d'accompagner la personne qui apprend, qui va être positionnée derrière le poste de travail, mais toujours encadré et toujours surveillé. La situation devient beaucoup plus à risque et lorsque ce mentorat n'est pas possible, et auquel cas, là, on se retrouve dans une situation où justement, il faut pouvoir poser des contingences pour éviter de mettre les gens à risque. Ça, c'était à bord des navires. Et plus récemment, à terre, j'ai eu une expérience très pratico-pratique. Il manquait un électricien haute tension sur un site assez évolué. La problématique en termes de coût, c'est que pour remplacer cet électricien, dès qu'il y a une méconnaissance ou un dysfonctionnement sur le réseau, il faut faire intervenir des sous-traitants. Donc là, il y a des coûts induits qui sont importants. Et puis en termes de protection même de l'installation, l'absence de connaissances fines de cette installation nécessite, qu'on s'y intéresse beaucoup plus en détail et avec le risque de passer à côté d'éléments très importants.
Et puis, malheureusement, on est ouvert à la possibilité d'avoir des cartons, des interruptions. Et là, c'est tout le site lui-même qui est mis à risque. Alors, Dieu merci, ça arrive pas souvent, hein. Mais lorsque ça arrive, on se retrouve dans des situations où tout le monde court partout. Si la situation a été contingentée et préparée, ça peut se passer avec un minimum de casse. C'est pas du tout le cas quand la situation n'a pas été préparée. Donc tout l'intérêt justement d'examiner en amont, d'identifier encore une fois les spécialistes, les experts, et de pouvoir contingenter les situations pour éviter les mises à risque et les mises en danger, sécuriser les sites et les personnels. Super. Merci Frédéric. De ton côté, Corentin, vous chiffrez ça de votre côté, ce coût, ou des exemples? Exactement, moi je peux vous donner des chiffres assez parlants. Donc j'ai certains clients qui sont des scale-up et qui visent tout simplement à grandir vite, à avoir une grosse croissance. Elles vont généralement, ces scale-up, lever des fonds. Donc prenons des exemples concrets de certains de nos clients qui lèvent 1, 1 million d'euros à 5 millions d'euros, donc sur des levées de fonds en seed ou en série A. Euh, Lors de ces levées, les investisseurs vont exiger en fait de mettre en place des contrats d'assurance hommes-femmes clés pour protéger justement le savoir-faire et des experts qui sont indispensables pour la pérennité de l'entreprise. Et les capitaux financiers qui sont couverts sur ces contrats d'assurance hommes-femmes clés pour les levées de fonds que je vous ai donnés sont de l'ordre de 500 000 euros à 1 million d'euros par personne clé. Donc ce sont des capitaux très importants. Et pourquoi? Tout simplement aussi parce que les investisseurs ont un peu une crainte que si jamais un directeur scientifique, une directrice technique, ou un profil financier dont je parlais tout à l'heure, venait à disparaître soudainement, les objectifs de croissance ne pourraient pas être atteints. Donc ça, c'est des données qui sont importantes à avoir à l'esprit. Et du coup, ça nous amène aux solutions que nous proposons, donc d'un côté Prixie et de l'autre OnInnov. Et me semble-t-il, c'est moi qui vais débuter pour vous présenter ce qu'est une assurance homme-femme clé. Donc, alors, je récapitule. Donc, jusqu'à maintenant, je vous l'expliquais, c'est un contrat d'assurance qui est souscrit par la personne morale, donc la société, sur une personne physique. Donc, un salarié de la société, un mandataire non salarié, donc une personne avec beaucoup de savoir-faire, profil très technique ou profil financier, dans l'optique, en fait, de se voir verser à la société un capital financier qui aurait été déterminé en amont. On parlait de 500 000 euros, 1 million d'euros, mais ça peut être plusieurs millions d'euros, plusieurs dizaines de millions d'euros, dans des circonstances qui sont très précises. Je parlais de départ soudain jusqu'à maintenant, parce qu'on parle de choses pas très joyeuses, mais malheureusement, c'est des choses qui peuvent arriver en société. En fait, les événements, les faits qui vont déclencher le versement de ce capital, ce sont des événements donc de décès ou d'invalidité permanente et totale du salarié. Donc, c'est-à-dire que le salarié est en incapacité de travailler. Donc, ça permet à la société de recevoir un capital financier pour justement faire en sorte que l'activité perdure, pour rassurer les investisseurs, rassurer les clients, essayer de chercher une personne à compétences équivalentes sur le marché. Donc, le capital financier, après, la société, pardon, elle en fait ce qu'elle veut. Mais c'est quand même un gros filet de sécurité pour la société lorsque l'activité dépend de quelques personnes qui ont centralisé un gros savoir-faire. Évidemment, pour cette assurance femme clé, il faut avant tout obtenir des devis pour estimer le coût que représente cette assurance. Et pour obtenir des devis, donc ça, c'est une petite slide pour vous expliquer son fonctionnement. C'est relativement simple parce que là, j'ai listé les informations dont on a besoin, nous, chez Olinov, pour établir un devis. Donc, nom, prénom, date de naissance, carte d'identité de la personne physique qui sera assurée. Et ça nous permet d'avoir plusieurs estimations, au même titre qu'on peut évidemment faire des estimations en partant sur des montants de capitaux de l'ordre de 300 000 euros, 500 000 euros, 1 million d'euros pour savoir quel coût ça représente. Et une fois qu'on a ce devis, la souscription se fait relativement très vite, puisque la personne physique, donc la personne qui doit s'assurer, prenons l'exemple d'une directrice scientifique chez un CRO, elle va remplir en fait un questionnaire médical pardon, en ligne. Si elle n'a pas de pépin de santé, elle va pouvoir s'assurer sur le même tarif qui avait été
présenter lors du devis. Il y a aussi quelques questions sur d'éventuelles pratiques sportives à risque et d'autres éventuels contrats de prévoyance qui auraient été souscrits de son côté. Donc Il y la a une souscription. question, il y a une Oui, question, Corentin, dans le chat là, sur le capital financier. oui. À partir de combien de temps c'est reversé à l'entreprise? Voilà, est-ce que c'est réactif? Est-ce que Ouais, c'est une superbe question. Alors, c'est très réactif. En fait, l'événement déclencheur étant le décès ou la perte totale irréversible d'autonomie, bon, qui doit être constaté évidemment par un médecin. Mais une fois que ces deux événements sont attestés, le versement du capital est immédiat par l'assureur. Et c'est le versement intégral. Alors, chose que j'ai pas précisé parce que c'est très peu activé sur ces contrats-là, mais il existe des options pour couvrir aussi ce qu'on appelle l'ITT et l'IPT, donc qui sont des baromètres euh, moindres que l'incapacité totale et permanente. Euh, donc là aussi, ça doit être attesté par un médecin, notamment un médecin euh, agréé par l'assureur, pour que le capital puisse être versé. Mais une fois que c'est attesté, le versement se fait très rapidement. Merci. De rien. Et du coup, pour en revenir sur la partie médicale, évidemment, vous vous doutez bien, euh, on peut avoir des pépins de santé dans sa vie. Donc, il arrive qu'il y ait des compléments médicaux à réaliser. Donc, quand c'est le cas, la personne qui doit s'assurer, donc la personne physique, peut par exemple passer par un centre agréé par l'assureur. Donc, dans ce cas-là, la société n'a pas d'avance de frais à réaliser. Et à savoir que ces compléments médicaux peuvent aussi euh, avoir lieu parce qu'on est sur des gros montants de capitaux assurés, plusieurs dizaines de millions d'euros. On peut s'imaginer des grands groupes où évidemment il y a des personnes qui ont un gros savoir-faire, qui ont nécessité d'être assurées. Et si jamais elles venaient à disparaître, comme on se dit jusqu'à maintenant, et ben, ça pourrait mettre en péril l'activité de la société. Donc la société a besoin d'assurer un gros capital financier. Et aussi selon l'âge de la personne, plus son âge est avancé, plus l'assureur risque de demander un complément médical. Et j'en arrive sur la dernière slide pour la partie assurance homme-femme clé. Donc là, ce qu'on a remis, en fait, c'est des exemples évidemment de sociétés que nous, chez Olinov, on assure quotidiennement et qui font partie de notre scope d'expertise. Et moi, je voulais vous citer un exemple pour vraiment qu'on élargisse un peu le champ du possible sur l'assurance homme-femme clé. Cette assurance, en fait, elle concerne tous les secteurs d'activité. Vous pouvez vous imaginer plein de secteurs qui peuvent être concernés. Je ne sais pas, une société de pâtisserie avec un pâtissier très reconnu qui a une recette miracle. Et aussi un autre exemple un peu plus concret auquel j'avais pensé. Vous devez peut-être reconnaître la chartreuse, qui est un digestif connu puisqu'il est conçu en Isère dans les montagnes. Et la recette est connue de quelques moines et transmise de décennie en décennie depuis 1605 pardon, à quelques moines qui font partie de cette aventure. Et si jamais les deux moines, de ce que j'ai pu vérifier, qui connaissent la recette et qui ne la divulguent pas à d'autres personnes, venaient, malheureusement, on est toujours sur des sujets pas très joyeux, mais à décéder, qui seraient en incapacité de transmettre leur savoir-faire, euh, on peut dire que la marque, la Chartreuse, au-delà de toute histoire de profit, c'est juste pour la pérennité de la société, de la marque La Chartreuse, de tout ce que ça représente. Ça pourrait être très difficile de pouvoir se remettre sur pied rapidement. Et c'est pourquoi un capital financier qui serait automatiquement versé à cette société qui exploite la marque La Chartreuse serait le bienvenu. Donc voilà, je pense que vous pouvez vous imaginer respectivement chez vous, dans votre secteur dans lequel vous exercez votre activité ou dans d'autres secteurs, des exemples qui pourraient aussi marcher pour une souscription d'une assurance homme-femme clé. Et juste petite notion aussi que je vais rajouter, parce que je n'en ai pas parlé jusqu'à maintenant, parce qu'on parle de gros capitaux financiers, à savoir des centaines de milliers d'euros, voire des dizaines de millions d'euros de capitaux assurés. Le coût que représente une assurance homme-femme clé, c'est un tout petit budget d'assurance par rapport à toutes les dépenses d'assurance que peuvent avoir une grosse ETI, par exemple. Pour vous donner des exemples très concrets que j'ai été chercher chez certains de nos clients, il n'y a pas très longtemps, il y a une société, donc une biotech de la région Auvergne-Rhône-Alpes, qui travaille en fait sur la recherche de vaccins dans le secteur oncologique, de l'oncologie, pardon. Et cette personne-là,
c'est une personne qui a un profil plutôt financier et, euh, et en fait, il s'est assuré pour 1 million d'euros. C'est ses investisseurs qui lui ont demandé de s'assurer pour 1 million d'euros. C'est une personne qui a 38 ans, pas de pépins de santé, non fumeur. La prime d'assurance sur la première année, elle est de 670 euros TTC par an. Donc c'est un tout petit budget. Et évidemment, ce budget a vocation à grandir, à grossir en fonction de l'âge, parce que le budget augmente plus on vieillit. Et, et un autre exemple que je peux vous donner, c'est une directrice administrative et financière d'un studio éditeur de jeux vidéo qui s'est elle aussi assurée, mais cette fois-ci pour un montant de 100 000 euros, parce que ses investisseurs, qui étaient la BPI, etc., lui ont demandé de s'assurer sur ce contrat homme-femme clé. Et elle a, elle, 52 ans et la prime d'assurance est de 270 euros TTC. Donc, les budgets d'assurance sont quand même très accessibles et du coup vous donne une idée de ce que ça pourrait représenter pour une société. Donc voilà, alors il y a d'autres sujets donc, que je n'ai pas abordés, mais il y a aussi des facilités en termes de fiscalité quand on paye des primes d'assurance sur les contrats homme-femme play. Mais si c'est des sujets qui vous intéressent, vous pourrez évidemment me contacter pour creuser un peu plus ce sujet. Et Cédric, je crois que c'est à ton tour. Je te laisse la main pour présenter les solutions de Prixie. Ça marche, merci Corentin pour toutes tes explications. Alors, pas de teasing chez Prixie, on n'a jamais travaillé encore avec des moines, même si on travaille avec beaucoup d'experts. Voilà. Je vais détailler effectivement un peu la solution Prixie, qui est effectivement une solution plutôt dans l'anticipation et après voir en amont, effectivement. Je vais vous, à travers ce slide-là, vous montrer un peu le process de comment on s'y prend, les différentes étapes, en 3 étapes. Et puis après, on ira dans un cas un peu concret pour vous montrer à quoi ça peut ressembler. La première colonne qu'on voit à gauche, qui s'appelle Mapping et analyse des savoirs, là, on travaille vraiment directement avec l'expert. Souvent dans les entreprises, du coup, l'expert a été identifié. Nous, ce qui nous intéresse, c'est d'aller vraiment mapper et analyser son savoir. Souvent, ces experts, c'est un peu les électrons libres dans l'entreprise parce qu'on leur fait confiance, ils connaissent la maison par cœur, etc. Et puis, la direction des fois change. On parlait de la DRH, elle a changé, etc. Et on oublie un peu, finalement, c'est quoi vraiment les compétences de cet expert. Donc, nous, on a un premier travail à faire qui peut être sur différents périmètres. Ça peut être une activité vraiment de production, par exemple, des gens qui produisent des choses. Ça peut être un atelier complet ou ça peut être des connaissances métiers. Et donc, nous, sur ces périmètres-là, on va travailler avec les experts pour vraiment mapper tout leur savoir avec différentes démarches qu'on peut avoir. Ça peut être de l'observation sur le terrain, ça peut être décortiquer des projets critiques, des aléas, des projets, des succès qu'il y a eu dans l'entreprise ou des projets où ils ont essuyé leurs plus grosses pertes. On va pouvoir faire des interviews aussi, travailler avec les référents de l'entreprise, l'expert pour confronter ça, aller voir aussi le documentaire, qu'est-ce que dit le documentaire d'entreprise. Et tout ce travail va permettre à la fin de livrer un mapping exhaustif des compétences, des connaissances et des savoir-faire de l'expert. Et ça va être vraiment le cœur du réacteur pour poursuivre notre mission. C'est on a identifié un expert, Prixie, derrière, ils vont identifier vraiment quels sont ses savoir-faire. Et ces savoir-faire, voilà, on va rentrer dans la deuxième colonne sur une partie de ces savoir-faire. On va se dire, OK, une partie, on va falloir les extraire et les conserver. Donc là, on va travailler savoir-faire par savoir-faire sur des périmètres vraiment spécifiques sujets pour, aux côtés de l'expert, toujours en co-travaillant avec lui, avec une posture de candide, différents ateliers, etc., arriver à passer de l'extraction du cerveau de l'expert avec son vocabulaire à lui et retraduire ça de manière pédagogique pour que ça soit facilement accessible à des nouveaux entrants. Donc on va avoir un gros travail à faire de extraire des savoirs qui sont souvent pas conscientisés par l'expert, des logiques de réflexion et d'analyse, et d'arriver à ressortir ça au début brut de forme, comme l'aurait dit l'expert, et de le retraduire pédagogiquement pour arriver à se mettre au niveau des nouveaux entrants, faciliter aussi la compréhension avec des illustrations, etc. Et donc là, on parle d'un travail d'extraction, mais aussi de conservation, parce qu'on va utiliser beaucoup de contenu pédagogique. Ça peut être des tutos où on va filmer l'expert, ça peut être des vidéos avec de l'illustration, ça peut être du e-learning, voilà, tout type de contenu pour faire en sorte que ce savoir qui est aujourd'hui dans la tête du collaborateur
il puisse rester dans l'entreprise comme un actif stratégique et vulgarisé aussi pour des nouveaux entrants. Donc ça, c'est vraiment la deuxième colonne. Et puis la troisième colonne, là, on rentre vraiment dans la transmission de ce savoir. On a voilà, une partie du savoir qui a été mis dans des contenus. Et après, comment on facilite la transmission avec des déroulés pédagogiques efficaces. Comment aussi on va venir s'assurer que l'évaluation derrière, on est au bon niveau. C'est-à-dire on a formé un nouveau, on veut qu'il soit au même niveau que notre expert ou à un certain niveau, peut-être à 90% du niveau qui était l'expert. Voilà, on va venir mettre en place les grilles d'évaluation pour s'assurer qu'effectivement la transmission, elle a bien été faite et que la personne, elle est prête et opérationnelle à rejoindre le terrain. Voilà pour la solution vraiment côté process en trois parties. Là, je vais revenir sur un cas qu'on a abordé un peu tout à l'heure, qui est Bourbon. Euh, donc, ils font effectivement de la maintenance de grues sur plateforme offshore. Là, on a travaillé avec un collaborateur qui partait à la retraite, qui avait 40 ans d'expertise dans ce domaine-là. Et effectivement, il y a eu un déroulé complet du process qu'on a vu avant, d'extraire, de mapper et de conserver son savoir-faire pour le retransmettre à des nouveaux entrants. Si on passe la slide, Ouais, Corentin, hop. on va voir juste voilà, un petit travail, des petites photos d'un atelier qu'on a pu faire avec lui euh, pour extraire et mapper ses savoir-faire. Donc on peut voir la petite frise en bas. Chaque post-it, c'est une expérience qu'il a vécue pendant ses 40 ans d'expérience dès qu'il a sorti l'école, dès qu'il est sorti de l'école, pardon. Et c'est là où on va s'intéresser à ce que disait Frédéric tout à l'heure. Il y a de la formation ou de l'expérience qu'on va acquérir par du mentoring, par des expériences terrain, des choses qu'on a vécues. Et c'est ça qu'on va venir sortir. Et on va venir mapper tout ça dans un gros fichier de manière exhaustive. Et on peut voir en haut le dossier, en toute transparence, un dossier qui a été fait avec lui. On voit, il y a des problématiques de projets en Angola. Il y a des choses sur des contrats de maintenance bien spécifiques à fort enjeu chez eux. Et c'est en décortiquant toutes ces expériences qu'on va arriver à ressortir qu'est-ce qui est du savoir-faire qu'il a acquis, qu'on peut acquérir à l'école, et quels sont les savoir-faire que vraiment il a développés par son expérience. Et donc une fois qu'on a fait ce mapping, si tu passes la slide d'après, juste un petit exemple voilà, de réalisation ou quelque chose qu'il aurait pu expliquer euh, cet expert de son expertise, on va le remettre dans un contenu pédagogique. Ici, typiquement, où on explique des problématiques de tension constante pour déplacer des objets très très lourds sur des plateformes offshore. Merci Cédric. Et du coup, on arrive à la phase de questions. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les poser dans le chat. Évidemment, si vous avez des questions qui vous viennent après ce webinaire, on sera ravis d'y répondre. Vous aurez nos coordonnées juste après sur cette slide. Donc, que ce soit celle de Frédéric, Cédric ou les miennes. Donc, n'hésitez pas à rentrer en contact avec nous et on y répondra avec grand plaisir. Il avait une question dans le chat sur les départs qui étaient adressés à Frédéric. Pour les départs, ça peut être une démission ou une retraite. Quand c'est pas soudain, ça serait quoi la meilleure solution? Voilà, répartir l'expertise sur plusieurs binômes, avoir un backup, voilà, qu'est-ce qui... Alors, avec nos maigres moyens, sur les navires en particulier, et plus récemment sur les sites industriels, le but c'est de pouvoir soit faire appel à des professionnels, ce qu'on avait fait ensemble, Cédric, à une certaine occasion, mais auparavant, l'idée c'est de pouvoir faire ça en dilettante, si j'ose dire, et d'une part en identifiant les experts métiers, pouvoir récolter l'information pour s'affranchir, et tu l'évoquais toi-même en début de webinaire, de s'affranchir des légendes urbaines, hein, d'une certaine manière. Sur on a toujours des gens qui vont arriver avec des idées en disant tiens, on a toujours fait comme ci, on a toujours fait comme ça, mais on est incapable de pouvoir identifier exactement d'où viennent les connaissances, si elles sont réelles et si leur portée est réellement efficace. Et donc là-dessus, le but, c'est de pouvoir collationner ces infos et de les regrouper dans un corpus documentaire. J'ai évoqué des procédures tout à l'heure. La problématique, c'est qu'en termes d'approche,
c'est plutôt assez sec, assez aride, et en général, les gens sont assez réfractaires à vouloir se plonger dans les documentations qu'on leur met sous les yeux. Et donc tout l'intérêt, et on vient d'avoir une illustration assez marquante là-dessus, c'est d'avoir un support pédagogique qui permette de capter l'intérêt et de montrer de manière relativement simple toute la portée des démonstrations et du savoir qu'on espère capitaliser par ces moyens-là. Et ensuite, il faut pouvoir retransmettre ces éléments-là. Alors, le support média est une façon de transmettre, mais il faut surtout identifier les personnes vers qui on va pouvoir tourner ce savoir. Quelles sont les personnes qui vont être susceptibles de pouvoir l'exploiter? Alors, parfois, on est contraint, hein, on a telle personne qui est présente et ce sera celle-ci qui sera détentrice du savoir, et donc il faudra qu'elle se frale, enfin, qu'elle prenne toute la masse de connaissances qu'on va lui apporter. Et parfois, on a plus de chance, on a un pool de personnes et pour le coup, c'est beaucoup plus interactif, beaucoup plus dynamique, et ça permet justement de pouvoir répartir, entre guillemets, les connaissances sur différentes têtes, et justement, là aussi, de s'affranchir de l'absence ultérieure d'une ou plusieurs de ces têtes-là, avec une sorte de redondance, de résilience même de l'organisation, qui permet justement de s'affranchir de la perte des savoirs. Donc en gros, les moyens qu'on a eu l'occasion de mettre en œuvre, c'était essentiellement ces moyens-là. Ça revient à prendre du backup, hein, en substance, si on a le moyen de le faire. En termes de binôme, les organisations sont souvent assez délicates et c'est relativement difficile à mettre en œuvre en termes de coûts. On va difficilement avoir plusieurs personnes pour occuper un même poste. Donc ça, c'est relativement peu fréquent à réaliser. Mais en revanche, la notion de backup est assez séduisante et ne peut reposer que sur un média qui permet, ou un corpus documentaire, des procédures, qui permettent d'avoir un support tangible sur lequel s'appuyer pour retransmettre ces informations. Mm. Espérons que ça réponde à la question. Oui, je pourrais compléter. Merci Frédéric. Ce qu'on s'aperçoit souvent dans les entreprises, il y a souvent ce fameux tuilage ou biseau qui est mis en place. Il y a des exemples que je vous ai donnés tout à l'heure où on est intervenu alors qu'il y avait eu un biseau. Et finalement, l'expert était parti et puis le biseau était parti aussi. Donc le biseau ou le backup, c'est bien, mais ça reste toujours dans la tête de quelqu'un qui peut partir. Aujourd'hui, le turnover moyen chez nos clients, il est de 3 ans. Donc, nous, ce qu'on préconise et qu'on fait là avec un nouveau client, c'est de dire il faut faire la démarche qu'on met en place chez Prixi et si possible, intégrer dans cette démarche la personne qui va devenir le backup ou le biseau. Et du coup, là, ça lui permet, lui, de profiter de l'extraction des savoirs et de s'enrichir et de grandir rapidement. Et en plus, en parallèle, nous, on vient conserver tout ça et faciliter la transmission. Donc, je pense que le cumul des deux, d'un backup plus la solution d'extraction, conservation Prixi, c'est vraiment l'idéal pour pallier au fait d'un backup ou d'un biseau qui serait arrivé et puis finalement qui part au bout d'1 an ou 2 ans. J'ai plus de questions. J'ai plus de questions dans le chat. Eh ben, super. Il y avait 2 choses qu'on mettait à disposition à la fin de ce webinaire. Pour ceux qui écoutent en replay et qui sont encore avec nous, il y a un petit QR code sur un outil qu'on appelle chez Prixi l'outil Pérennité, qui vous permet à vous, vos DRH, les patrons d'entreprise, d'évaluer un niveau de maturité face au risque de perte des savoir-faire. Donc, c'est une quinzaine de questions sur lesquelles vous pouvez répondre en fonction de ce qui est mis en place dans votre entreprise et des risques auxquels vous êtes soumis sur les savoir-faire et la pérennité pour évaluer le niveau. En fonction, à la fin, vous obtenez une ceinture qui peut être blanche, bleue ou noire en fonction de la maîtrise face à ce risque-là. Et de ton côté, je crois, Corentin, c'est le QR code pour la fiche complète qui détaille l'assurance Le homme produit clé. assurance, exactement, le petit intitulé en dessous du QR code l'explique bien. C'est pour avoir plus d'informations sur le produit assurance homme-femme clé que je vous présentais.